Bienvenue dans Coup de pouce pour la planète. Coup de pouce pour la planète, c'est chaque semaine l'émission de TV5 Monde consacrée au développement durable et c'est à chaque fois l'occasion de vous faire découvrir ceux, plus ou moins connus, qui s'engagent pour la préservation de notre planète. On regarde le sommaire de l'émission et on se retrouve juste après. Vous rêvez d'une ville sans pub, sans panneaux ni slogan? Rendez-vous à Sao Paulo. Dans la cité brésilienne, la publicité dans les rues est désormais interdite. Mondial de foot ne rime pas avec écologie et pourquoi non? Séquence éco-geste, comment avoir la main verte en soignant son intérieur? Le miel des villes, 3e épisode de notre feuilleton. Petite visite au jardin du Luxembourg à Paris, où se trouvent les plus anciennes ruches de la capitale. Bonjour Anita Studer. Bonjour. Vous êtes l'invité de Coup de pouce pour la planète. Vous êtes biologiste, docteur en ornithologie tropicale et fondatrice de l'association Nordesta, Reforestation et Éducation. C'est une association qui est très impliquée dans la défense de la forêt amazonienne et qui a lancé de nombreux programmes de développement socio-économique, en tout une cinquantaine dans 14 États du Brésil. Alors cette association, elle est née en 1985, jusque-là j'ai bon. On est d'accord? Oui. Et c'est le résultat d'un constat. Alors tout est parti d'un tout petit oiseau et puis d'un vol en hélicoptère, c'est ça? Oui, c'est ça. En gros, oui. Racontez-nous un petit peu la genèse de cette association. Oui, c'est-à-dire qu'en tant que biologiste, je suis donc partie sur les traces d'un oiseau qui avait été éteint et qui a été redécouvert donc en 1980, parce que mon histoire remonte à 1980. L'association a été créée en 85. Et puis nous avons découvert, avec mon professeur, nous avons redécouvert cet oiseau. Et là, pour raccourcir l'histoire, c'est un sentiment de responsabilité qui est né, parce que je me suis dit, au fond, à quoi servira ma vie si je publie, parce que mon professeur m'a dit, il faut publier très vite, parce que dans 10 ans, il n'y a plus de forêt. Alors c'est là, j'ai eu comme un coup, je me dis, mais à quoi servira ma vie si tout est fait vite, si je publie vite l'oiseau et vite la forêt disparaît. Alors voilà, je me suis dit, je vais sauver la forêt et ensuite j'aurai toute ma vie pour étudier l'oiseau. Donc sauver la forêt, c'était sauver l'habitat de cet oiseau. Donc d'où la naissance de Nordesta, Reforestation et Éducation. Donc d'abord reforestation, combien d'arbres replantés? Nous allons fêter la plantation du 5 millionième arbre. 5 millions d'arbres replantés, mais reforestation et éducation. Pourquoi insister sur l'éducation? Parce que tout est lié. Depuis le début, j'ai eu un très fort sentiment de lien entre la destruction de la nature et les enfants de la rue. Parce que je ne connaissais pas la misère, je ne connaissais pas les enfants de la rue. Je les ai rencontrés en bordure de cette forêt. Et j'ai très vite compris que plus on détruit la nature, plus on appauvrit les familles et plus on jette les enfants dans la rue. Donc, en gros. Donc du coup, vous avez décidé d'impliquer les populations locales dans votre projet. Dans le projet. Vous savez que vous avez fait du développement durable avant l'heure, avant que ça devienne une mode, puisque la devise du développement durable, c'est penser global, agir local. Vous le savez, ça? Oui, je sais. Mais c'était une réalité de terrain qui s'est imposée à moi. Il y a aussi eu la nécessité de sauver cette forêt main dans la main, dans la paix et l'harmonie, si possible, avec les propriétaires terriens. Parce que, dans un premier temps, personne n'a cru à mon action et j'ai pu assez facilement sauver cette forêt en dialoguant avec eux. D'accord. Les choses se sont gâtées après, quand ils se sont rendus compte qu'en fait, je leur ai pris la forêt, c'est devenu une réserve fédérale. Et puis, ils étaient... voilà. Alors, on va passer à l'image de la semaine, une image qui est liée à la catastrophe qui est en cours dans le golfe du Mexique, la marée noire, un 11 septembre écologique. Dixit Barack Obama, le président américain, mais certains cherchent des solutions. Kevin Costner en fait partie. Ce mercredi, la star hollywoodienne était auditionnée par le Congrès américain. L'acteur a défendu l'efficacité d'une machine dans laquelle il investit quelques 20 millions de dollars.
L'Ocean Therapy, c'est le nom de cette machine. C'est une centrifugeuse. Elle est capable de séparer l'eau du pétrole au rythme de 700 litres par minute. Technologie que Kevin Costner a rachetée et développée après avoir été bouleversé par la catastrophe de l'Exxon Valdez en 1989. Alors c'est peut-être une solution pour les parlementaires américains et pour BP qui sont à court d'idées pour endiguer cette marée noire. Est-ce que vous y croyez, vous, à ce genre d'actions qui viennent de stars hollywoodiennes qui pourraient comme ça paraître anecdotiques? Si c'est une star, tant mieux, je veux dire, mais moi j'y crois, oui, parce que si l'action est imitée par beaucoup d'autres gens, si cette petite machine peut se multiplier par milliers, bien sûr j'y crois, parce que c'est un acte concret. Est-ce que vous pensez que ça peut être l'illustration de l'impuissance des pouvoirs publics et du besoin qu'on a de se tourner vers la société civile? Oui et non, mais parce qu'il ne faut pas tout attendre du pouvoir public, c'est bien, mais il faut que nous on agisse, chaque personne doit agir à son niveau. Et vous êtes financé comment avec Nordesta Par des gens qui croient aux idées, aux projets que j'écris. Des institutionnels, des sociétés privées? Des privés, des personnes physiques, des institutions, des fondations, des communes, des cantons. Enfin, en France, on dit des départements. Et surtout des institutions privées. Oui. D'accord. Alors, coup de pouce cette semaine à Sao Paulo, le centre économique du Brésil, 4e ville du monde, une mégalopole qui a purement et simplement banni la publicité. Fini les 4x3, fini les enseignes qui appellent à la consommation, fini la pollution visuelle. Décision totalement assumée et plutôt bien perçue. Reportage Radio-Canada signé Jean-Michel Leprince. Une mégalopole de 20 millions d'habitants qui a grandi trop vite. Une mer de gratte-ciel sur 360 degrés dont on ne voit pas les limites. Voici le cœur économique de l'Amérique du Sud. On ne peut pas dire qu'elle soit belle, mais elle a un signe particulier. São Paulo, c'est la première ville au monde sans publicité. Il reste encore quelques cadres vides. Des squelettes de panneaux publicitaires, tels des cicatrices fraîchement camouflées de peinture. Sur certains, on peut encore deviner ce qui était écrit. Vestige d'un temps encore récent où les murs de la ville étaient saturés de publicité. Il fallait oser, en 6 mois, faire tout disparaître. Voici l'homme qui a fait croisade contre la pollution visuelle. C'est le maire Gilberto Kassab. O radicalismo mostrou que era necessário. C'est vrai que c'est un programme très radical, mais nous avons eu la participation de toute la population. Nous avons installé une ligne téléphonique pour que les gens puissent dénoncer les récalcitrants et certains jours, il y a eu plus de 3000 appels. Por dia, com denúncias, com pedido de informações, era 3.000 pessoas por dia. Rien sur les autobus, sauf les sobres armoiries de la ville. Il a fallu enlever 8000 panneaux publicitaires et réduire le lettrage des devantures. C'est Maria Helena do Brasil qui a coordonné le projet Ville Propre. La plus grosse difficulté a été de convaincre les grandes entreprises de s'adapter aux règles de cette nouvelle loi de la ville propre. Sao Paulo a un règlement unique au monde. Beaucoup d'entreprises sont allées devant les tribunaux pour contester cette loi, mais elles n'ont pas gagné. On brandissait la menace d'une perte massive d'emplois. Pourtant, le projet est passé presque unanimement, 45 contre 1. Le seul opposant, c'est lui, le conseiller Dalton Silvano. Il a déjà une réputation de mouton noir un peu excentrique. Je suis le seul à avoir voté contre. Je suis conseiller municipal, mais aussi publicitaire. Je ne pourrais jamais voter pour une loi qui va contre l'intérêt de ma corporation. La publicité, c'est très important dans une économie capitaliste. Num primeiro momento, a retirada desses outdoors, desses backlights. Quand on a enlevé les affiches au début, les gens ont vraiment eu la sensation que la ville était plus triste, plus sombre. Mais la deuxième partie du projet sera de valoriser l'architecture de la ville avec des lumières. As iniciativas estão cada vez mais criativas, tem mídias já projetadas. Le maire est ambitieux et il voit bien plus loin.
Prochaines étapes, dépolluer l'eau, l'air et éliminer aussi la pollution sonore. L'opération Ville propre n'a rien laissé traîner sur les façades, sur les murs. La 4e plus grande ville du monde à présent est vierge de toute publicité visuelle. Enfin, presque. Alors Anita Suder, ça se passe au Brésil, qui est un peu votre seconde patrie. Vous étiez au courant de cette initiative? Oui, bien sûr. Et vous la jugez comment? Et moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire dans le bon sens, c'est-à-dire que... Dans le bon sens, et mes amis brésiliens des autres villes qui connaissent ce monsieur Dalton qui est contre, ils disent « Oh, mais il a qu'à se recycler dans la plantation d'arbres ou dans autre chose. Alors, on peut toujours se recycler. » La publicité, hein, qui est un peu une pollution visuelle, c'est aussi le symbole de la société de consommation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on remet en cause tout un système économique, c'est ça? Oui, mais c'est salutaire, parce que ce n'est pas le but de la vie, ce n'est pas l'unique objectif d'une vie de consommer toujours plus et davantage. C'est parce qu'on nous a appris au cours des dernières années quand même. Oui, mais c'est pour ça qu'on a rasé les forêts pour faire des monocultures. Ça sert, au point de vue économique, ça sert à faire beaucoup d'argent, mais au point de vue écologique, c'est une erreur, parce qu'on détruit la biodiversité. Et puis au point de vue éthique, c'est un vol contre les futures générations, qu'on dépouille de l'avenir, des richesses de la terre. Alors, ça, c'est mon avis. Vous avez raison de l'exprimer. On va découvrir d'autres images et je vais vous demander de les commenter, vous. Il ne faut pas oublier que vous êtes d'abord ornithologue. Dans cette séquence étonnante, on va découvrir un rapace de sa naissance à son tout premier vol. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ah oui, alors ça c'est la harpie, c'est un aigle, l'aigle le plus puissant du monde, puisque la femelle peut peser jusqu'à 9 kilos. En anglais, on l'appelle la rapace des singes, mais en fait, parce qu'il prélève des grandes proies. Alors lui, il est menacé d'extinction parce que, vous voyez, son aire est sur un arbre. Parce que, contrairement aux aigles de chez nous, d'Europe, il ne fait pas son aire dans les anfractuosités des rochers, il fait sur un arbre. Alors, comme il brûle les forêts, l'arbre se fragilise depuis la base et l'arbre finit par tomber. Et il est très sévèrement menacé. On essaye de transmettre après cette beauté de la nature, parce que je pense qu'on peut aussi sensibiliser les nouvelles générations par la beauté de la nature pour la protéger ensuite. D'accord. Vous vous souvenez peut-être que les Jeux Olympiques de Vancouver se présentaient comme des Jeux écolos. Et en ce moment, eh bien, c'est la fête du football. Ça se passe en Afrique du Sud, mais le mondial a, semble-t-il, raté son rendez-vous avec le développement durable. Alors forcément, le ballon rond est dans la ligne de mire de France Vaillant. Le mondial, c'est la décontraction de l'intelligence, le triomphe de l'instinct. C'est bien simple, on dirait que les cerveaux sont en vacances. Les matchs remplissent l'espace médiatique jusqu'à la nausée. Eh bien, au risque de passer pour des pisse-vinaigres, les confrères du Guardian nous rappellent que ce mondial est 9 fois plus polluant que le précédent. Son bilan carbone équivaudra à 6000 vols en navette spatiale. En cause notamment les déplacements en avion et l'électricité du pays. Elle est produite par des centrales à charbon qui sont à l'écologie ce que le cheeseburger est à la diététique. Dans ce mondial 2010, il y a de vert la couleur de la pelouse et puis le tout nouveau stade de Durban, construit avec quelques matériaux recyclés. Il y a aussi les maillots de 9 pays en compétition, des maillots, paraît-il, entièrement fabriqués à partir de bouteilles en plastique récupérées. Et puis quoi d'autre? Et puis c'est tout. La Fédération internationale de football s'en tamponne de l'écologie. Et l'Afrique du Sud, elle, a bien d'autres problèmes. Cette Coupe du Monde représentait pourtant une belle opportunité, une jolie vitrine pour montrer des technologies et des pratiques écologiques. Mais bon, les équipes nationales sont sous pression, les supporters aussi, tout le monde s'en fout. Anita Suder, tout le monde s'en fout, vous aussi? Si je critique le foot, j'ai tous mes copains contre moi, alors... Ça vous chagrine de voir qu'un événement planétaire comme celui-là ne donne pas vraiment l'exemple? Oui, c'est assez déplorable, parce qu'on pourrait quand même en profiter pour faire passer quelques messages. Comme? Autres que...
Des messages planétaires aussi. La nécessité de s'intéresser à notre environnement, la nécessité de voir pousser un arbre, la nécessité de se poser des questions. Vous aimeriez qu'il y ait autant de ferveur pour le football que pour le... S'il y en avait 10%, ce serait déjà pas mal. Hein. Allez, manger 5 fruits et légumes par jour. C'est un des conseils des autorités sanitaires, mais Alain Passard, lui, l'applique à la lettre. Alain Passard, c'est un grand chef français, 3 étoiles au Michelin, un cuisinier qui ne travaille que les légumes, un cuisinier jusqu'au boutiste qui suit les saisons et il cultive lui-même ses produits. Rencontre gourmande signée Mylène Girardot et Guillaume Gouet. Alain Passard, chef aux 3 étoiles Michelin, le guide gastronomique de référence. Il a installé ici, à 1 heure de Paris, l'un de ses potagers biologiques. Au total, une armée de 12 jardiniers soigne sa production, tout cela dans un écrin de 7 hectares. Le but, obtenir les meilleurs produits pour son restaurant parisien, où il propose une cuisine légumière respectueuse des saisons. Comme on trouve aujourd'hui tous les produits toute l'année, on ne sait plus quand est-ce que les saisons commencent, quand est-ce qu'elles se terminent. Alors que là, si vous voulez, j'ai un visuel qui me donne toutes ces informations. Chaque matin, les jardiniers récoltent à la main les légumes qui partent pour le service de midi. On est dans les roux, dans les carmins, dans les bourgognes. Il n'y a même plus de balsamique. On parvient à gommer des choses incroyables. On a besoin d'une acidité. On a ce qu'il faut dans le jardin, c'est de l'oseille. On met de l'oseille dans la recette. Pas obligé de mettre un vinaigre systématiquement dont on ne connaît pas vraiment la provenance, on ne sait pas ce qui s'est passé derrière ce vinaigre. Alors que là, notre feuille d'oseille, on sait. Il y a le savoir-faire de nos jardiniers derrière. Le carnet de réservation affiche complet et les clients viennent du monde entier. On a mangé un plat qui avait le goût d'un jardin après la pluie. Vous savez, le parfum d'un jardin après une pluie d'été. Mais la qualité bio, ça se paie. Comptez tout de même 120 € pour le premier menu, peut-être le prix de l'excellence. Et si vous pensez que le reportage gastronomique a parfois du bon, vous faites fausse route, nous n'avons pas eu l'honneur de goûter quoi que ce soit. Anita Suder, manger bio, manger selon le rythme des saisons, c'est du bon sens ou c'est du luxe? Je pense que c'est le contre-pied à la monoculture, puisque c'est ça qui détruit les forêts où je travaille, dans le nord du Brésil. Et je pense que c'est revenir à la dimension humaine. Revenir à la dimension humaine reste que là, bon, c'est vrai qu'on parle d'un grand chef, on parle d'un chef étoilé, c'est des prix qui ne sont pas accessibles à tous, mais a priori, manger bio, c'est pas donné à tout le monde. Donc, comment on fait pour démocratiser cette démarche? Mais c'est donné à tout le monde. C'est parce que nous sommes conditionnés par les médias, par tous les canaux de communication, comme quoi, toujours plus. On n'a pas besoin de manger tous les jours de la viande, on n'a pas besoin de manger... des fraises hors saison, on n'a pas mangé. Mais oui, bien sûr. Si le consommateur se rendait compte du pouvoir qu'il a, je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui reviendraient au terroir, parce que c'est comme quand on était enfant. Enfin, vous êtes plus jeune, mais bon, je veux dire, c'est pas du luxe, c'est simplement devenu du luxe parce qu'il est outsider, il est seul. Voilà. Être éco-citoyen, vous le savez, c'est une histoire de détails. Même en faisant votre ménage, vous pouvez contribuer à préserver la planète. Enseignement de notre éco-geste de la semaine. Et comme d'habitude, il nous vient de nos confrères de Télé-Québec. Les produits à usage unique peuvent sembler fort pratiques, mais leur impact sur le portefeuille et l'environnement est considérable. Pour faire votre ménage sans vider vos poches et remplir la poubelle, pourquoi ne pas opter pour des alternatives durables ou mieux encore, réutiliser ce que vous avez déjà dans votre maison? Pour réduire votre consommation de lingettes et d'essuie-tout, rien de mieux que les vieux vêtements. Après usage, il suffit de les mettre au lave-linge et le tour est joué. Pour l'entretien des fenêtres et des miroirs, essayez les vieux journaux. Vaporisez d'abord avec une solution d'eau et de vinaigre, puis essuyez le tout avec quelques feuilles. On peut aussi passer une serpillière à tête de microfibre que l'on pourra laver après usage. Les linges de microfibre représentent d'ailleurs un bon choix puisqu'ils peuvent être lavés des centaines de fois. Leur tissage particulier permet aussi de réduire l'utilisation des produits nettoyants. Des petits changements qui réduiront vos déchets à la source, en plus de vous faire économiser.
Bon ménage! Alors Anita Studer, votre engagement n'est plus à démontrer, on l'entend depuis le début de l'émission, mais est-ce que vous vous considérez comme une éco-citoyenne au quotidien? J'essaye d'être ça, oui, j'essaye de polluer le moins possible. En quoi faisant concrètement? J'utilise par exemple dans mon métier de photographe, puisque je photographie pour communiquer, j'utilise les piles recyclables. Au Brésil, nous voyageons avec une plaque solaire. Nous avons fait énormément de projets pour l'éclairage solaire aussi dans les écoles au Brésil. J'élève les enfants, enfin j'ai élevé mes enfants et maintenant mes petits-enfants dans ce sens, à trier les poubelles, à faire attention à éteindre les interrupteurs, toutes les veilleuses. Tout est dans les détails donc. Oui, c'est tous les gestes, comme les éco-gestes. mais on essaye. Le feuilleton de Coup de pouce pour la planète, c'est maintenant dans le miel de Paris. Nous sommes partis à la rencontre des apiculteurs des villes. Les abeilles, les sentinelles de l'environnement, les vigies de la biodiversité. Eh bien, vous le savez, les abeilles disparaissent dans les campagnes. En revanche, chose étonnante, les ruches prospèrent sur le béton des villes. Rencontre avec les apiculteurs qui s'occupent de la plus vieille ruche de Paris. C'est au Jardin du Luxembourg. Pierre Chabiron n'est pas là. Claire Champagnac. Jean-Marc Colomard. Oh, allez, dépêchez-vous, on fait le cours. Ici, il y a une très grande biodiversité. Contrairement à certains endroits à la campagne, où à partir de début juillet, il n'y a plus de fleurs. Ici, c'est complètement différent. Moi, j'habite à 80 km d'ici. Il y avait beaucoup plus de miel ici que chez moi à la campagne. Donc ça m'a quand même interpellé. C'est magnifique l'acacia. Oui. On referme? C'est la première année, mais ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'apprendre l'agriculture. Donc je suis très très heureuse d'être là. Et chaque fois qu'on ouvre les ruches, c'est vraiment un bonheur. Sur le côté. Et vous devez travailler toujours derrière. Voilà. Et je viens prendre des cours ici pour apprendre l'apiculture parce que je veux avoir des ruches chez moi. Je trouve que c'est extraordinaire et que c'est une chance. Parce qu'on est en plein Paris, il y a de la verdure, il y a des abeilles, c'est fantastique et c'est pas loin de chez nous. C'est merveilleux. L'avantage, c'est d'être dans un climat qui est assez serein, où on peut venir étudier et puis pratiquer en toute sécurité. Donc là, vous avez essayé une cellule royale. Hein. Alors bon, on va pas la casser pour voir si... Là, ce sont des mâles. Voilà, c'est du couvain de mâle. Là. Et ici, plus ça va, plus les assemblées se rajeunissent. Et les gens écoutent, posent des questions, ils sont passionnés. Et en plus, il y a une grande convivialité. Donc celui qui trouve la reine, bah, il a 2 points de plus pour l'examen, c'est normal. Mais là, comme elles sont marquées, c'est seulement 1 point. Attendez, ah oui, je la vois encore. Elle est marquée en vert. Elle est de l'année dernière. Ce qui m'a toujours étonné aussi, c'est que les abeilles ici sont très gentilles. Elles ne sont pas agressives, elles ne piquent pas beaucoup. Voilà. Alors peut-être qu'elles ont l'habitude de voir du monde. Oh bah à l'heure actuelle, il y a un engouement. Ici, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'auditeurs et auditrices. Je crois à me souvenir que pour 2011, c'est déjà complet. Ah, d'accord. Et voilà, c'est terminé. Bien. Le miel de Paris, feuilleton signé Paul Albertini. Merci au passage au Sénat qui nous a autorisé à tourner ces images. Dernier épisode la semaine prochaine avec la visite d'un couvent parisien qui abrite une demi-douzaine de ruches. Anita Studer, je vais vous faire un cadeau. 40 secondes, rien qu'à vous. Et pendant ces 40 secondes, vous allez nous dire quel est votre coup de pouce pour la planète. Attention, top chrono. Il me faudrait 40 heures pour... puisqu'il faut... Bon, je trouve que ce qui serait nécessaire, ce que je voudrais faire, c'est rendre obligatoire l'enseignement de l'écologie, de la connaissance de la nature aux enfants dès le plus jeune âge, à l'école. C'est rendre l'écologie obligatoire dès 3 ans pour que les enfants puissent se structurer, se développer en connaissant leur milieu naturel. Autant en ville que la campagne. Vous avez vu qu'il y a des abeilles en ville.
Voilà, ça c'est... Et puis, il y a d'autres souhaits, mais comme je ne sais pas si c'est 40 secondes. Attention, ben voilà, Voilà. 3, 2, Oui. 1, voilà, top, top, c'est terminé. Anita Suder, merci beaucoup, merci infiniment d'avoir été notre invité. La semaine prochaine, nous recevrons Alain Bougrain-Dubourg, grand défenseur des oiseaux. Et puis, notre coup de pouce à nous, pour finir. Chaque semaine, nous vous demandons de nous faire parvenir vos réactions, vos coups de gueule, vos éco-gestes sur notre site. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et juste, retour des choses, voici un exemple qui nous a particulièrement touchés. C'est carrément une chanson. Elle nous vient du Bénin. Elle a été composée pour toute l'équipe de Coup de pouce. Elle est signée Simplo Shingan, garde forestier, chanteur écolo. Je vous propose d'écouter un extrait de son titre, Planète en danger. Changement climatique, c'est une réalité à Dieu remarquer. Au son en souffrance, planète urgence et SOS danger. Équilibre climatique, le rétablir est une nécessité. Changeons nos modes de vie, réduisons les gaz à effet de serre. Ma planète Terre a déjà trop souffert du fait des émissions de gaz à effet de serre. Si tu sais pas ce que c'est, ce sont les gaz polluants. Voilà, extrait de Planète en danger, signé Simplo Shingan. Vous aussi, n'hésitez pas à nous faire partager vos coups de gueule sur notre site. Vous connaissez l'adresse www.tv5monde.com/c2p. Venez nous joindre aussi sur nous rejoindre sur notre communauté Facebook. Excellente semaine à vous. On se retrouve la semaine prochaine avec notre invité, donc Alain Bougrain-Dubourg. Excellente suite de programme sur la chaîne francophone.